Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 19 janvier 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné, comme d'habitude, de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va bien, bonjour Denis, bonjour tout le monde. Et meilleurs vœux. Bonne année à Encore toi temps. aussi, oui, tout à fait. T'as passé de bonnes fêtes ? Oui, très bonne fête. Et puis content d'être en 2016. Eh ben moi aussi, parce qu'on va, à mon avis, faire beaucoup de choses. Moi, en tout cas, même professionnellement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup d'éléments qui vont bouger. Donc, ça risque d'être une année peut-être passionnante, mais en tout cas critique aussi pour tout ce qu'on va faire cette année, et tout en termes de boulot, quoi. Donc D'accord, ça, c'est c'est bien. cool ça. Bon, s'il y a du boulot un peu ici et là, c'est vraiment génial. Et puis moi j'espère pouvoir un peu refaire beaucoup d'apps que j'avais un peu mis de côté il n'y a pas longtemps. Donc 2016, j'espère que ce sera une bonne année. Et j'espère que ce sera une bonne année pour Microsoft. Ah ben, j'espère aussi, oui, parce qu'il y a moyen de sortir pas mal de choses dans tous les événements qui sont déjà prévus. On va Oui, voir un petit peu ce qu'ils vont nous donner. bah, Mais ils sont déjà partis sur la bonne voie, je pense, hein, avec applications universelles, les UWP, ah, etc. Je pense que ça, c'est déjà bien. côté dev, oui, il y avait une bonne voie. Après, bon, il y a d'autres côtés où c'était moins à la bonne voie, mais je pense que, bon, puis c'est pas je pense, il faut que 2016 soit une bonne année pour eux. Enfin, il faut vraiment. Et puis, tiens, aujourd'hui, le 19 janvier, ce soir, c'est l'ouverture des enregistrements à la Build. Ah oui, 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 tout à Donc, c'est fait. ce soir pour nous en France à 18h. Tu y vas? Bah, c'est un peu loin et Certes. deuxièmement un peu cher aussi pour pouvoir. J'ai Oh, vu les 4000 prix. euros, Ouais, non? voilà, c'est ça. Ou C'est ça? 2000, 2500, il me semble, je ne sais plus. Pardon, je sais pas. Bon, Je ne écoute, sais plus, mais bon, c'est le problème. Je pense que je vais la regarder en live c'est en 15 jours de distribution. salaire? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ok, ben, dans ce nouvel épisode, donc on n'a pas d'invité cette fois-ci, donc ça changera certainement dans les prochains épisodes qui arriveront bientôt. Mais aujourd'hui, je pensais présenter une technologie avec toi qui existe déjà depuis quelques temps en .NET, mais qui est souvent, ou mal comprise, ou en tout cas en termes d'historique, on ne sait pas trop d'où ça sort. Ça paraît un peu magique. Et ce que je veux parler, c'est de la méthodologie, de la technologie plus exactement, qui s'appelle Link, L-I-N-Q. Et on va regarder un petit peu tout ce qui tourne autour de Link et d'où ça vient. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi si on parle de Link, Christophe ? Link, comme ça. Écoute, une extension de notre langage pour filtrer les listes de données, nos données qu'on va gérer dans notre application. Ouais, Un système en fait pour accéder aussi à notre serveur SQL via ouais, Entity Framework, avec quelque chose comme ça. c'est Voilà ça, ouais. but en blanc, ce que ça pourrait évoquer. Et après, mais on le verra, Link, c'est quelque chose parfois que je vais utiliser, moi personnellement, naturellement, parfois, j'oserais dire, hein, avec des guillemets, sans même savoir que c'était du Link. Oui, ben c'est ça. Donc c'est effectivement ce qu'on en fait généralement, c'est du filtrage de données, de filtrage de données locales ou de données via Entity Framework, de données qui se trouvent sur un serveur SQL par exemple ou un serveur de base de données. Mais on va voir effectivement que Microsoft a mis en place tous ces concepts qui sont basés sur une multitude de fonctionnalités. Donc Link, encore une fois, ça paraît magique quand on l'utilise, mais ça vient de toute une série de concepts, de toute une série de choses. Et je propose peut-être de les voir et de les parcourir avec toi pour voir un Bah, petit peu quel est l'historique et ce qu'on va développer, ce qu'on va utiliser pour arriver à utiliser ce Link. alors nous, on parle bien sûr du langage C#, mais bon, on met entre parenthèses le VB. Là, le Link, un peu d'où il vient, mais en regardant un peu l'évolution du C# en 2002, version 1 et version 1.1, où là, on a l'arrivée, c'est la version avec le Code Manager. On enchaînera en version 2 du C# avec tout ce qui était générique en 2005. Et ça fait quand même loin, finalement, le Link qui est Ça fait arrivé en loin, ouais. 2007, voilà, version 3, 3.1 dans le C Sharp, suivra après tout ce qui va être les dynamiques, après la 5, la Wait, qui était récemment en 2012. Moi, j'ai connu le C Sharp que la version de 2010 à peu près, hein, mais où je pataugeais un petit peu. Bon, moi, c'était la version de 2012 que j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. Mais en regardant un peu cette évolution, on voit que Link, c'est pas si récent que ça. C'est quelque chose qui, bon, 5 ans après la naissance 5 à 6 ans après la naissance du C Sharp, quand même. Mais je pensais que c'était plus récent. Vraiment, vraiment. Mais non, c'est quelque chose qui a un petit peu d'historique. Tout ça, en fait, pour après nous amener à un objectif, finalement,
de filtrage, de recherche dans nos données, comme on le voit dans le slide suivant, en 2007, qui nous permet d'aboutir en fait à une sorte de syntaxe que nous connaissons, qui est très très proche du SQL, Du du SQL. SQL. Tu sais pourquoi cette semaine on parlait du SQLite. C'est pour ça Ah qu'il y oui, a peut-être un T qui est voilà. resté du SQL. Euh, et donc, en fait, on voit que l'objectif, ça va être d'avoir une sorte de syntaxe claire qui ressemble étrangement à du SQL, mais dans un ordre différent. Ouais, Parfois, on pourrait dire, est-il plus logique celui-là? Moi, je dirais oui, peut être plus logique. On part de la source pour arriver à notre filtre. ouais, c'est Alors que ça. le SQL, c'est pas là. Et pourtant, bah oui, je veux filtrer quelque chose. Ben, je pars d'où? Bah, de ma source. Hein, alors qu'en SQL normal, on va d'abord demander un peu ce que l'on veut pour après. Bon, après maintenant, Choisir où. oui, mais on s'y retrouve vraiment, vraiment clairement déjà dans cette syntaxe. N'importe qui fait n'importe quel langage comprend exactement ce qui vient de se passer. Enfin, ce qui se passe en lisant ce petit bout de code où là, tu as un from, tu as un in, tu as un where et tu as un select. À partir de là, je crois que ça parle à tout le monde. Oui, c'est ça. Ben, donc on a effectivement une syntaxe qui est très très proche de ce qu'on peut retrouver en langage SQL. Et donc on va retrouver toute une série de mots-clés pour ceux qui font du SQL qui sont un peu connus. Donc on va retrouver, comme tu le dis, le from pour choisir dans quelle source de données, une ou plusieurs sources, si on a plusieurs. Alors on va parler en termes de sources de données, ça peut être, on va le voir juste après, mais ça peut être des tableaux de données, ça peut être des liaisons vers des bases de données. Donc dès qu'on a un enumerable, on va le voir par après en termes d'objets utilisés dans C#, mais donc dès qu'on a un objet de base qui permet de boucler, d'avoir un ensemble d'informations, on va pouvoir rechercher dedans. Et donc on va pouvoir faire des from, on pourra faire des jointures avec le mot-clé join, on pourra utiliser le where pour mettre des conditions, comme on le fait en SQL, where, et on mettra notre variable égale telle valeur, ou notre variable égale telle valeur provenant d'une autre source de données. On pourra faire également de l'order by pour pouvoir filtrer, trier. Et comme tu l'as dit, on va mettre le select à la fin pour pouvoir dire sur quoi ce qu'on veut rechercher comme information. Donc on aura quelque chose qui va être from mon tableau, where ma variable égale ABC par exemple, select, et on va dire l'ensemble des propriétés ou des données qu'on va vouloir réenvoyer à l'extérieur de cette requête link. Donc on se retrouve ainsi avec quelque chose de très simple à l'utilisation. Et donc le langage link, c'est un Et à la acronyme. lecture. Et comment? Et à la lecture, Et à la lecture, oui, tout à fait. parce Oui, qu'on est habitué à ça. ça aide énormément. Ouais, voilà, quand on doit relire le code ensuite, ça fait effectivement beaucoup d'avantages. On n'a plus des boucles à non plus finir pour retrouver des données qui se trouvent à l'intérieur de notre tableau, par exemple. On va écrire une simple petite requête link et on va peut-être obtenir le résultat beaucoup plus simplement et parfois beaucoup plus efficacement aussi, parce qu'il y a une optimisation évidemment derrière tout ça. Et quand on commence le développement, moi je connais pas mal de jeunes, entre guillemets, mais pas en IRL, en réel, mais que je discute avec eux sur Twitter ou d'autres systèmes réseaux sociaux, des jeunes développeurs, ben, c'est compliqué parfois allez, on va intégrer un moteur de recherche. Là, c'est vraiment naturel le link dans le langage. Oui, c'est Hein, ça. il est dedans et comme tu disais, éviter les boucles et tout ça parfois, et on parle là-dedans parce que oui, on vient de l'apprendre à l'école, on va faire des boucles et tout, etc. Le link, c'est naturel et direct, quoi. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et il y a souvent des méthodes, enfin, on le verra aussi par après, mais moi il y a par exemple des méthodes que j'utilise quasiment tous les jours, du style first ou first or default s'il ne trouve pas une valeur, qui est donne-moi le premier élément de la liste. Alors oui, Et donc alors tu sur base vois, d'une condition. exactement. Alors c'est marrant parce que je ne savais pas, parce que moi, je connais pas beaucoup tous les termes du langage qu'on va un peu parler après, mais bah oui, c'était naturel pour moi. Le first, c'était quelque chose. Bah oui, ça fait partie de mon langage et puis c'est tout, je l'utilise. Mais en fait, non, derrière, ça fait partie de ce link qui veut dire. Qui veut dire Language Integrated Query. Donc c'est un peu cet acronyme. Et donc c'est une couche que Microsoft a rajoutée dans le langage. Comme tu l'as dit, on parle en C#, mais ça peut être du VB ou n'importe quel autre langage .NET. Et ce link, ce Language Integrated, donc ce langage de requête intégré, permet de faire de l'intégration sur base de sources de données qui peuvent être multiples. On peut avoir des sources de données avec ce qu'on appelle du link to object, donc qui vont permettre de faire des requêtes de données, pour retrouver de l'information sur des objets, des tableaux de données qui sont déjà en mémoire, qui sont déjà en C#, ou qu'on récupère d'une source de données externe d'un serveur et qui sont, après sérialisation, remis en mémoire par exemple. Mais on va également pouvoir utiliser des sources de données
par l'intermédiaire d'ADO.NET, donc qui vont être réenvoyés jusqu'au serveur. Et donc c'est là, par exemple, ce qu'on connaît le plus fréquemment, qui est Entity Framework, où on écrit exactement de la même manière nos requêtes en ligne, comme si on faisait des requêtes sur des données locales. Et derrière ça, Microsoft va, via Entity Framework, nous les convertir en vrai langage SQL, si je peux dire, qui va être envoyé à ce moment-là au serveur. Donc Alors, Ouais. pardon, Non, finis juste le dernier truc et je pose une question après. Juste dernière chose, c'est dernier type de source de données qu'on a. Donc, on a parlé des sources de type object, on a parlé des sources relationnelles telles que SQL Server ou Oracle ou ce genre de base de données ou SQLite, mais on a également la possibilité d'utiliser Link avec du Link to XML. Donc là, on se retrouve avec des sources plutôt de type hiérarchique. On va pouvoir naviguer facilement à l'intérieur d'une structure de données. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on va perdre, du coup, une question qu'on peut se poser, hein, quand on va réinterpréter, enfin, quand Link va réinterpréter en vraie requête SQL par rapport, par exemple, à Ado.NET, alors, est-ce qu'on va perdre en performance, puisqu'il y a quand même une couche au niveau du langage qui va lui réinterpréter? Est-ce que c'est sensible? Est-ce qu'on ressent ça? On va perdre en performance, pour moi, quasiment non par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire on prenait par exemple la clause where, la méthode where qui permet de retrouver des éléments sur base d'une condition. Where ma variable égale Paris pour retrouver tous les clients qui habitent Paris par exemple. Cette information, ce traitement, il va falloir le faire. Donc, on va devoir de toute façon soit boucler à l'intérieur de notre ensemble de données pour retrouver l'information nécessaire. L'avantage du Link, c'est que Microsoft l'a fait pour nous et que les requêtes, elles ont été pensées, elles sont utilisées, donc elles sont optimisées. Maintenant, il y a l'effet pervers, c'est que parfois, ça devient tellement facile à utiliser que du coup, on ne se rend pas nécessairement compte que derrière, il y a de la machinerie qui s'enclenche, qu'il y a toute une série de mécanismes. Et donc, évidemment, si on fait un where, un select, un rewhere dedans, etc., on va se retrouver là avec des pertes de performance, mais parce qu'on demande au système de faire beaucoup de choses, quoi. D'accord, oui. Après, oui. Donc, disons que c'est très, très, très relatif, alors. C'est très relatif. Il ne faut pas trop l'utiliser non plus. Il faut l'utiliser correctement, mettre les bonnes conditions où il faut. Je veux dire, à partir du moment où on a besoin de retrouver de l'information ou de la filtrer, quelle que soit la manière de faire, on va de toute façon perdre un peu de temps. Maintenant, c'est clair qu'avec, par exemple, Entity Framework, il vaut mieux mettre les conditions dans la requête Link, je vais dire, qui va être envoyée à Entity Framework, donc convertir en SQL, pour que ce soit le serveur qui fasse le boulot de filtrage. Et pas récupérer tous les clients pour avoir un trafic réseau exorbitant, et puis commencer sur le post client à devoir filtrer à ce moment-là les données en local. Le résultat va être le même, mais... Évidemment, en termes là de performance plus réseau, de trafic entre la base de données et l'application, ça va être très perturbant, quoi. Mmh. Ok ? Ouais. Donc voilà. Donc ce qu'on va voir ici, c'est le link, donc le Language Integrated Query. Et si on essaie de retrouver une définition, que j'ai été repéré un peu, par exemple ici, que j'ai simplifié, mais par rapport à Wikipédia, on peut dire que c'est un composant du framework .NET qui maintenant est intégré en natif, fourni par Microsoft, et qui ajoute donc des capacités, ce qu'on appelle d'interrogation sur des données. Et donc c'est interrogation sur des données au langage, évidemment, en utilisant une syntaxe proche de celle du SQL. Ça, c'est l'objectif, c'est d'arriver à écrire var, ma requête, var query égale from, ma source de données, where, mon client.city égale Paris, par exemple, select, et je renvoie le nom, le prénom de tous les clients qui correspondent, qui habitent Paris dans ce cadre-ci. Donc Link, il va définir un ensemble de méthodes, des where, des select, des méthodes avec des mots-clés from et autres. Donc un ensemble de méthodes, d'expressions, ce qu'on appelle des expressions lambda qu'on va définir juste après, et de type anonyme. C'est toute une série de concepts que Microsoft a mis en place dans le framework 3.5, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir générer, pour pouvoir obtenir ce langage Link. Et donc l'objectif, c'est d'intégrer des objets, des sources de données relationnelles ou structurées, telles que l'XML par exemple, d'accroître la consistance du langage, donc de faire tout ce qui est requête et tout ce qui est traitement de données directement dans le langage C#, sans devoir passer par soit du SQL ou d'autres processus externes. Et donc surtout de simplifier les interrogations de données. Maintenant, quand on a une structure, une source de données, c'est extrêmement simple pour obtenir l'information qu'on souhaite. Mais encore une fois, le fait que c'est très simple peut évidemment peut-être provoquer certains problèmes pour certains éléments. Ok. Ouais, ok. Écoute, on va donc commencer dans cet épisode à voir ce que c'est que ce concept avec différents vocabulaires qu'on a ici sur le slide. Donc on a l'afférence de type, l'initialisateur d'objet, le type anonyme, les types anonymes, les méthodes anonymes, les expressions lambda, pour moi qui suis plus connu, les méthodes d'extension et les expressions de requêtage.
Voilà. C'est En regardant. effectivement, c'est beaucoup de choses. Je pense que c'est un podcast qui Ouais. est peut-être très technique, mais ça permet en tout cas pour une fois de passer sur des éléments un peu plus précis, je vais dire, dans ce qu'on va ici définir et ce qu'on va utiliser. Et ça permet de montrer l'historique. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser du link, bah, je pense que en utilisant les conclusions du podcast, ça sera beaucoup plus simple que de passer par tous les éléments qui sont là. Mais c'est intéressant de savoir Je ce que suis... c'est, quoi. C'est intéressant de savoir ce que c'est. Je suis persuadé que tout le monde l'utilise. Je vois même pas Ouais. comment on pourrait faire sans, de Non, toute façon. dès qu'on fait du link, on va les utiliser. Tout ce qu'on voit là, J'aurais dit à initialisateur l'inverse. d'objets. J'aurais dit dès qu'on fait du C#, on fait du link. Aussi, aussi. Mais dès qu'on fait du link, on passe par ça, par tous les mots-clés qui sont ici, méthode Oui. d'extension, type d'inférence de type et autres, sans le savoir. C'est-à-dire que c'est Et tellement ah, logique que bah, ça passe. c'est exactement mon cas, c'est sans le savoir. Ouais. On va commencer par le premier concept qui est l'inférence de type. Oui, Alors là, en fait, le compilateur, il va rechercher automatiquement le type associé à notre expression. En fait, ça se fait très naturellement avec le mot-clé var. Alors, voilà. par exemple, var i égale 5, comme on voit ici, eh bien, il va être remplacé par le compilateur par int i égale 5. Car ça est un nombre entier, donc là, il va y avoir une analyse. Alors ça, c'est rigolo parce que moi, je me suis amusé à passer du code comme ça dans Rosine, Mhm. le moteur qui est en ligne, hein, j'avais mis ça sur un moment de mon blog, et effectivement, on voit que le compilateur, bah, lui, tu mets var i égale 5, automatiquement, tu vois que lui, tu es en int, machin. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, allez, vas-y, bouffe du var dans ton code, c'est pas très grave. On en discutait en off juste avant, où moi je dis, ouais, moi je mets du var partout, et toi, tu m'as dit que, bah oui, dans ton entreprise, par rapport aux conventions de codage, bah, il faut faire attention, il faut en prendre quand même, enfin, il faut l'utiliser avec parcimonie, entre guillemets, c'est-à-dire que on va pas mettre du var partout pour voilà parce que c'est simple et puis que c'est 3 lettres. Voilà, c'est ça. En termes de lecture du code, c'est vrai qu'on voit var i égale 5, ça c'est un cas très, très facile, très simple. Si on veut var i égale 5, bah, pour savoir quel est le type de données i, il faut en gros passer quasiment avec la souris dans Visual Studio sur la variable i pour que l'IntelliSense nous dise tiens, j'ai détecté que c'était une variable de type int. Bah, c'est plus compliqué que de voir écrit int i égale 5 par exemple. Donc nous on l'utilise, je dirais qu'on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire quand on verra après sur des types anonymes, c'est quand la manière de travailler nous donne un objet qui n'est pas décrit, qui n'est pas codé à la source. Mais dès qu'on connaît le type d'objet, par exemple, on voit sur le dernier exemple ici du slide, qui est var orders égale new list. Quand on se retrouve plus bas dans le code avec une variable qui s'appelle orders, ben, cette variable-là, encore une fois, comment peut-on savoir de quel type elle est ? Et si on a la définition de list entre crochets int, c'est tout de suite beaucoup plus simple pour la retrouver. Donc. Mais ça, c'est purement des conventions. À la fois, comme tu le dis, c'est le compilateur qui le transforme, donc on ne perd ni en performance, ni en, parfois même en clarté. C'est plus clair de mettre le var, le code est plus concis. Ça dépend un petit peu quelles sont les conventions appliquées par chacun ou dans chaque société. Ouais, le compilateur il est très très bon. Faudrait que je retrouve le lien du gars qui a fait le compilateur en ligne hein, via Rosine Ouais. qui est open, mais c'est vraiment chouette quoi. Et il est intégré aussi, je ne sais plus exactement, il y a un raccourci clavier dans le menu View, il y a moyen d'avoir, je crois que c'est l'Interactive Window, si je me rappelle bien, qui permet d'ouvrir une fenêtre de type Roslyn et donc de pouvoir écrire les requêtes comme on veut dans Visual Studio. C'est très pratique pour tester Oh, d'ailleurs. je l'ai même pas vu ça. Tu m'apprendras, tiens. Je Ouais, sais ouais, pas. ouais. C'est Je vais pas été dans... creuser ça. Il faut aller voir dans View. Mais justement, donc du coup, on se retrouve dans une fenêtre interactive où on peut écrire tout ça et tester sans devoir créer un petit projet de test sur le côté ou autre. On déclare des variables, on les utilise, on les additionne. Moi, ça m'intéresse souvent, c'est pour voir qu'est-ce qui existe, par exemple, en termes de signature de méthode ou en termes de possibilités sur des objets. Bah, on ouvre cette fenêtre Interactive Window et tu tapes un petit peu dedans et ça te donne le résultat. C'est cool. Voilà, donc pour revenir aux inférences qu'on vient de voir, l'inférence de type, bah, en gros, var. Var, ça va être l'inférence. On laisse un peu le compilateur gérer. Donc, effectivement, mettez var quand, bon, voilà, le truc est juste là, mais de temps en temps, il est peut-être pas plus mal de définir selon le code, puis selon qu'on travaille seul ou à plusieurs, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. Alors ensuite, c'est ce qu'on appelle l'initialisateur d'objet, qui lui va permettre d'assigner des propriétés d'un objet qu'on initialise au départ. Donc là, on voit dans l'exemple tout bête, c'est qu'on a une classe point avec à l'intérieur public int de x, getSet, et un public int aussi de y, un point qui est ordonné abscisse. Eh bien, on va pouvoir faire point a égale new point et entre crochets x égale 0, y égale 1 pour cette initialisation, mais qu'on peut en fait en dessous décomposer aussi. Bon là après, moi je suis pas pour le langage du bas où on a a égale le new point, a.x, a.y en initialisation et en .NET, en C# 6. Il y a un Ouais. petit peu du nouveau là-dessus en initialisation d'objets.
Il y a du nouveau, je crois que c'est dans le constructeur, si je me rappelle bien, où on a la Oui, possibilité dans le directement de mettre pardon. des propriétés, oui, de la création et de l'assignation de propriétés publiques, oui. Ouais, Oui. ouais. Mais le résultat, encore une fois, c'est le compilateur qui le transforme et qui obtient toujours ce qu'on se trouve dans le bas du slide. Donc, il va toujours créer un objet point a égale new point, classique, Ouais, et ouais. puis faire d'office l'assignation a.x égale 0, a.y égale 1. Donc, c'est une simplification d'écriture de pouvoir écrire sur une seule ligne la création de l'objet et directement l'assignation des propriétés en une seule fois. Mais encore une fois, on va le voir, cette simplification d'écriture, elle est, dans certains cas, notamment en ligne, beaucoup plus logique, quoi. Ça va couler de source de pouvoir écrire de cette manière pour pouvoir assigner des données directement aux objets qui nous intéressent. Le troisième concept, ça va être ce qu'on appelle les types anonymes. Donc là, Ah, Microsoft a intégré les types. Ah, tu aimes bien? ça c'est bien, Euh, ouais. les types anonymes, c'est-à-dire que a intégré les types anonymes dans le C Sharp, où en fait ton objet n'est pas encore connu lors de l'écriture du code. En Voilà. fait, c'est très puissant finalement ça. Et donc, c'est instancié à l'exécution. Donc, ces propriétés, elles sont déduites des noms, des valeurs définies. Donc, un exemple, on va prendre var o égale new name Jean, virgule âge égale 31. Donc, en fait, là, bah, le compilateur va créer une classe qui en déduit là bah, il voit qu'il y a un champ entier qui s'appelle nom et il voit qu'il y a un integer âge Pour qui va l'âge. le reprendre. Donc là, mais c'est vrai que ça, c'est très puissant. Moi, personnellement, j'avoue, j'ai jamais utilisé ça. Alors, nous, on les utilise même fréquemment parce qu'on a un petit framework qui permet de faire des connexions sur SQL, par exemple. Et quand on doit récupérer des données, bah, ça arrive régulièrement qu'on ne veut pas récupérer tout le contenu de ce qui se trouve dans l'ADB. On veut récupérer sur une table de personnes, comme ici, par exemple, bah, on veut récupérer que le nom et que l'âge. Mais le prénom, l'adresse, le code postal, tout ce qui tourne autour, on n'en a pas besoin. Et donc, au lieu de remplir et de créer peut-être un objet complet qui contient tout, ben on lui crée, entre guillemets, on demande au compilateur de le créer, une classe anonyme. Et donc le compilateur, si on va voir le code compilé, on va vraiment retrouver cette classe comme si on l'avait écrite nous-mêmes. Mais l'avantage, c'est qu'on ne doit pas le faire. Donc le classe XXX, qui est la classe anonyme, elle va être créée pour nous avec les deux propriétés. Et on peut les utiliser comme n'importe quelle classe. Donc ça, c'est franchement très, très, très intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas dans ma façon de penser. Donc Ouais. voilà, je n'y ai jamais eu à faire. Pourquoi? Je sais pas. Je pense pas comme ça. Moi, il faut d'abord que j'ai ma classe en dur, que je la vois. Ouais, c'est Bon. ça. Ben, c'est une autre manière. Ça change rien, excepté qu'il faut Mais ça l'écrire, change etc., rien. quoi. Voilà. En fait, c'est une façon de penser. Alors, il y a juste trois petites conditions à savoir sur les types anonymes. La première, c'est ce qu'on appelle d'abord, les méthodes vont être confinées dans la méthode. La classe, pardon, va être confinée dans la méthode. C'est-à-dire, je ne peux pas créer une classe anonyme et l'utiliser partout dans mon code comme je le fais avec Ah, une classe classique. Elle est créée, elle est utilisable uniquement là où on l'a déclarée. Comme je fais un var o égale new, entre accolades quelque chose, mes propriétés, ben cette déclaration var o, cet objet o, forcément a dû être créé quelque part dans une méthode. c'est Constructeur, logique. méthode, etc. Et donc ça ne peut pas sortir de là, ce qui est logique aussi. Ça me paraît logique et je vois pas comment on pourrait faire. Après, oui, il y a peut-être des méthodes qui existeraient en disant. Mais bon, Ouais, mais ça devient compliqué, quoi. ouais. Et alors, autre chose importante aussi, c'est qu'il n'y a pas de méthode. On ne peut pas rajouter, on peut mettre que des propriétés derrière une classe anonyme, derrière un type anonyme. On ne peut pas mettre une méthode pour pouvoir faire un traitement. Donc, si j'ai le nom comme ici et l'âge, je ne peux pas faire une méthode qui viendrait combiner le nom et l'âge en même temps et une nouvelle chaîne de caractères. Et ce genre de choses. Sans être vulgaire, ça serait imbitable sinon. Bah oui, ça deviendrait vachement compliqué, quoi. Mais bon. Voilà, c'est dit autrement. Donc voilà. Et le dernier point, c'est que c'est ce qu'on appelle immutable ou immutable. C'est-à-dire que les Immutable. propriétés, elles sont accessibles en gros qu'en lecture seule. On ne va pas pouvoir venir modifier le contenu de ces propriétés ou les traiter différemment par après. On les assigne et on en dispose. On les utilise. Ça, c'était les types anonymes. Tu me Ouais. parles des méthodes anonymes? Alors après, on a les méthodes anonymes. Là, je veux C'est dire, on bien. rentre un peu dans des aspects de méthode, donc ça se complique un petit peu. En ce sens que pour parler de méthode anonyme, ben, il faut déjà au départ savoir ce que c'est qu'une méthode, ça je pense que tout le monde le sait, mais comment on les utilise. Et souvent, quand on va devoir référencer une méthode, on va utiliser ce qu'on appelle un délégué. Delegate, il y a un mot-clé qui s'appelle delegate, qui va permettre de faire ça. Typiquement, tout le monde l'utilise derrière tous les événements. Quand on crée un événement, ou quand Microsoft a créé un événement, par exemple l'événement click pour nous, derrière un bouton.click, ben, on va pouvoir associer pour nous une méthode qui va s'enclencher lorsque on va cliquer sur le bouton. Mais pour définir cette méthode, imaginons button click, cette méthode button click qu'on va créer, pour la définir, Microsoft a dû définir derrière ça un délégué qui est en quelque sorte une sorte de pointeur vers la méthode. Donc quand on appelle l'événement click, on lui dit, quand on clique sur ce bouton,
exécute une méthode, donc pointe vers une méthode qui s'appelle dans mon cas ici button click. Mais ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de faire la même chose qu'avec les types anonymes tout à l'heure, c'est des méthodes anonymes, c'est-à-dire avoir la possibilité de venir associer une méthode sans lui donner de nom derrière mon événement click. Et donc on va faire une écriture du style button.click plus égal, le classique pour pouvoir faire l'association d'une méthode à un événement, plus égal, mais on ne va pas lui donner une méthode derrière, un nom qu'on va devoir créer, on va lui dire plus égal delegate, entre parenthèses, object sender, virgule, event arc e. Et donc là, je n'ai pas de nom à ma méthode, mais je vais pouvoir simplement lui dire voilà la signature via le mot-clé delegate, la signature de ma méthode, et entre accolades, en dessus, je mets tout mon code. Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas assez, que je vais en mettre partout. J'ai pas été vérifié au niveau du compilateur si c'est la même chose, mais je suis certain que oui. Au niveau, le compilateur, il gère comme Oui. un événement à part. J'ai pas été vérifié, mais je pense, ouais, effectivement. J'en suis persuadé en fait, parce que à force, on a l'impression de savoir comment le compilateur il va réagir, à force d'aller regarder comment il fait. Hein. Moi, c'est ça que j'aime bien Ouais. avec le compilateur. Et ça, j'aime bien parce que ça me simplifie la lecture de mon code. Voilà. Mais vraiment, parce que je trouve que la méthode initiale, plus égale button click, enfin button underscore click par exemple, avec la méthode en dessous, je trouve ça lourd. Oui, Hein, c'est ça. Et c'est séparé, donc tu as la définition d'un côté, souvent dans le Ouais. constructeur, et puis tu as le code moi, qui se je- trouve plus bas, alors qu'ici, tout va se trouver au même endroit. Et... Souvent, Très moi, là, facile. mes events, enfin, je les mets, tu sais, entre crochets. Voilà, excuse-moi, je connais pas le vocabulaire, mais tu sais, quand on fait des régions, Oui, oui, c'est ça, tout à fait. bon, je mets tout ça dans des régions Ouais. event, enfin, bref, j'essaie de ranger proprement comme ça. Mais franchement, le delegate, il est vraiment super bien de ce côté-là, quoi. Ouais, le delegate anonyme, enfin les méthodes anonymes pour ça, c'est vrai Delegate. que ouais, avec le delegate, c'est pas mal. Et donc, une fois qu'on connaît le delegate, ben, on va pouvoir passer à la notion suivante, qui est On passe la la notion seconde. de prédicat. Alors là, voilà, ça, on passe la seconde, ça se complique un peu, mais c'est juste un petit passage pour après le simplifier et pouvoir utiliser les links sans problème. En fait, Microsoft a intégré déjà en framework .NET 2, donc il y a déjà pas mal de temps maintenant, pas mal d'années, il a intégré cette notion de délégué générique. Et ça, c'est ce qu'on appelle un prédicat. Il y a une classe dans System qui s'appelle Predicate, qui a besoin d'un type générique, donc c'est predicate de T, et le T, c'est pour simplement dire quel est l'objet qui va être envoyé en paramètre, et qui renvoie un booléen. Donc c'est utiliser un objet dont le type de retour, enfin qui est un delegate, dont le type de retour est un booléen. Et ça va souvent être utilisé dans toute une série de méthodes qu'on utilise tous, qui sont les first dont on parlait, first or default, les find all, les find index, etc., où on va mettre entre parenthèses une expression, on va le voir par après, une méthode, qui va être mise sous forme de predicate, c'est-à-dire d'un prédicat, donc une méthode, puisqu'on va mettre une expression, ça va être transformé en méthode anonyme, et cette méthode, elle a besoin de renvoyer un paramètre, un booléen. Par exemple, quand on fait un find, un first ou first or default, on met entre parenthèses quelque chose dont le résultat doit être un booléen pour nous dire ok, c'est le premier ou non, c'est pas le premier, par rapport aux critères de recherche qu'on va utiliser. Et donc ça, c'est la notion de predicate. C'est un peu particulier, mais c'est très simple à utiliser parce que maintenant, on va pouvoir, par exemple, si je déclare une méthode qui s'appelle est marié, j'ai une personne et j'ai une propriété qui va être est marié pour savoir si la personne est mariée. Mais je vais pouvoir simplement, dans ma liste de personnes, faire un find all et mettre entre parenthèses un mot-clé pred, qui a été déclaré juste au-dessus, var pred égale new predicate, entre crochets personne, et entre parenthèses, ma méthode est mariée. Donc le predicate, encore une fois, c'est un délégué dont on a généricité, si je peux dire, l'information. Donc on a passé un générique, ouais, je ne sais pas si le terme existe. Mais donc on fait un predicate de personnes dont le résultat est un booléen. Et donc là, il va me renvoyer toutes les personnes avec le find all, dont la méthode, le pointeur sur la méthode qui est envoyé ici, va me renvoyer un booléen et va me renvoyer donc une nouvelle liste de personnes qui seront les personnes mariées, par exemple, dans ce cadre-ci. Eh bien, tu sais que je le connaissais pas et je l'utilisais du coup pas du tout. Eh bien, je dois dire que moi, je l'ai appris en préparant cette présentation ici pour pouvoir expliquer ce que c'est Link. Parce que je ne savais même pas non plus qu'il existait de la manière... Mais quand je le vois, je veux dire, on ne l'utilise pas à mon avis tel quel. On n'a pas réellement un besoin d'utiliser ce mot-clé predicate, mais il est utile pour le link. Et donc, on va le voir par après parce qu'il y a une simplification supplémentaire qui permettra d'enlever ce mot predicate, mais de l'utiliser. Donc, indirectement, on l'utilise, sans le savoir, encore une fois, comme on disait tout à l'heure. Mais justement... Alors voilà, justement, comment faire pour enlever ce predicate et donc ne même plus le voir du tout? Ben, ça se passe sur les méthodes anonymes. Donc tout ce qu'on vient de voir maintenant, méthode anonyme, type anonyme, ben, on va les appliquer derrière ce predicate. Donc par exemple, j'ai person.findAll entre parenthèses mon predicate, ma variable pred que j'ai déclarée juste avant.
Eh ben, je vais la remplacer par person.findAll, entre parenthèses, delegate, de personnes, donc entre parenthèses personne P, et entre accolades, return P.marié. Donc j'utilise une méthode anonyme au lieu de devoir, comme sur le slide précédent, déclarer une méthode dans mon code. Ici, j'englobe tout et je mets ma méthode anonyme telle qu'elle à l'intérieur de mon findAll. Petite parenthèse de pub. Notez que on parle là de code. Hein, tu nous décris du code. Il est sur YouTube. Il y a des PowerPoint. Donc ça existe. Alors, si vous écoutez un podcast, mais tout est sur YouTube. Donc tous les slides, on peut les retrouver et le réécouter autrement. Oui. Et les liens sont aussi sur le site de DevApps de toute façon pour pouvoir pointer sur la bonne vidéo aussi. Et parenthèse, il faudra que je vois, puisque Cast, l'application de David Catu, elle lit les vidéos. Et j'ai pas testé, mais YouTube, je sais pas comment ça marche. Donc il faudrait voir s'il y aurait pas moyen de... Comment ils font, les podcasts vidéo? Ah, mais ici, non, il y a le YouTube pour la chaîne YouTube, celui qui veut lire la vidéo, mais il y a ici aussi le MP4. Donc, a priori, j'ai pas essayé, mais on doit pouvoir le faire. Voilà pourquoi, parce que justement, avec l'application, j'ai pas pu tester parce que je connaissais pas de podcast vidéo. Bon voilà, la parenthèse est fermée, pardonnez-moi. Mais voilà, c'est pour un peu rappeler que voilà, tout est en vidéo parce que c'est parfois plus clair de nous écouter avec avec l'image. Support, avec l'image. Donc, je vais vérifier, mais normalement, avec l'application de David, sur Cast, on devrait pouvoir aussi s'abonner à la chaîne DevApps, mais en mode vidéo. MP4. En mode MP4, ça devrait être faisable sans problème. Pardon. Donc voilà, donc le findAll, on va lui donner donc du coup une méthode anonyme via ce qu'on a vu juste avant, le délégué de personne. Et on va encore simplifier tout ça. On va remplacer le delegate, et c'est là où la nouveauté réellement, quand on parle du link, que les développeurs nous parlent de ça, on va remplacer le mot-clé delegate tout simplement par le petit symbole égal supérieur. C'est ce que Microsoft a rajouté. Et ça, on l'utilise. Et c'est ce qu'on appelle une expression lambda, c'est-à-dire utiliser personne égale supérieur return p.marié par exemple, c'est une méthode anonyme, en utilisant un délégué caché par l'intermédiaire du égal supérieur, qui est effectivement, en termes de juste d'écriture, qui est beaucoup plus simple à visualiser. Et c'est là que c'est intéressant, voilà, parce que là, du coup, moi, en suivant un peu la préparation, oui, parce que finalement, je connais. Oui, c'est juste une simplification. Voilà, c'est ça. Pardon, on a avant délégué de personne P, return P est marié, qui se transforme en personne P égale supérieur, return P est marié. Donc, c'est juste une simplification toute simple d'écriture. Mais c'est vrai qu'il faut faire l'historique complète pour arriver à cette définition et à cette conclusion-là, quoi. Ouais. Et donc, il reste maintenant une simplification très très simple, c'est avoir la possibilité d'utiliser les types anonymes. Jusqu'à présent, j'ai mis personne P égale supérieur, P est marié. On a vu juste avant qu'on peut rendre ça anonyme en termes de type de données. Donc j'ai tout simplement besoin de faire P égale supérieur, P.est marié. Et le compilateur va comprendre que P, l'objet que je suis en train d'utiliser, la variable P, comme je suis dans une liste de personnes, P ne peut être que de type personne. Et donc du coup, il va déduire lui-même quelle est la valeur. Et je me retrouve ainsi avec ce qu'on utilise classiquement, c'est j'ai ma liste de personnes, .findAll ou first or default, la méthode, et entre parenthèses, P égale supérieur, P.est marié. Et il retrouve directement la donnée dont on a besoin. C'est magique. C'est magique et très facile d'utilisation. Voilà. Une dernière chose que Microsoft a rajoutée également dans la philosophie ou la technologie Link, c'est les méthodes d'extension. Parce qu'évidemment, rajouter ou avoir une méthode findAll, une méthode first, une méthode where, ça marche bien si la méthode est définie sur l'objet, sur la liste de données dont on a besoin. Comme ici, on a une liste de personnes, on pourrait, ou Microsoft aurait très bien pu, venir sur toutes les listes de données disponibles dans le framework, rajouter toute une série de méthodes disponibles, de méthodes possibles pour pouvoir travailler sur ces listes de méthodes. Sur ces listes de données, pardon. Il a rendu ça plus simple en définissant ce qu'on appelle une méthode d'extension. Et alors, extension, c'est parce qu'on va pouvoir étendre des objets ou des classes déjà existantes sans même avoir accès au code source, sans faire de l'héritage par exemple ou autre. C'est-à-dire, en pratique, on déclare une méthode qui est statique, qui va renvoyer de l'information et dont le premier paramètre est le type de données sur lequel on veut travailler. Par exemple, j'ai une méthode que je vais appeler ici plus de 18 ans, qui renvoie un booléen, donc je vais faire public statique, bool, plus de 18 ans, et entre parenthèses, j'utilise un petit mot-clé TIS, qui est la caractéristique des méthodes d'extension, TIS, personne, P. Et donc cet objet, ce premier paramètre P de type personne, je vais pouvoir l'utiliser dans ma méthode
plus de 18 ans pour dire je renvoie la valeur booléenne si p.âge est supérieur ou égal à 18 par exemple. Et comme il y a le petit mot clétis, ça veut dire que c'est une méthode qui va pouvoir être utilisée derrière tout objet de type personne. Et donc comme ça, l'objet de ma liste de personnes, pour obtenir les personnes qui sont adultes, j'ai juste besoin de faire P égale supérieur, P point plus de 18 ans, parenthèse, puisque c'est une méthode. Et c'est de la même manière que Microsoft a créé toutes ces méthodes, find all, first, etc. Il les a créées en méthode d'extension, donc il faut rajouter le namespace system.link pour pouvoir les utiliser. Ça, c'est souvent une des erreurs que les personnes qui commencent à travailler en Link, les débutants commencent ou font, c'est qu'ils ne mettent pas le namespace system link au-dessus de leur code, et donc du coup, tu n'as pas les méthodes d'extension, donc tu n'as rien ou tu ne vois rien en termes de link. Tu ne vois pas les méthodes first all, les where, les select, etc. qui sont disponibles. Donc, c'est vrai. Et voilà. Alors que tu l'as vraiment dit au début, à mes débuts, c'est vrai qu'en mettant ça, c'est magique, ça paraît tout seul. La méthode d'extension, je l'ai utilisée, je ne savais même pas que ça faisait partie du domaine de Link. Mais ça existe dans d'autres langages, donc c'est pas un truc inconnu, enfin c'est pas un truc nouveau entre guillemets propre à Link, mais j'utilisais quelquefois sur des doubles et pas sur des classes où je voulais ajouter, je sais plus quoi exactement. Oui, c'est ça. Effectivement, comme tu le dis, on peut l'utiliser sur des classes à soi. Bon, on se dirait à la limite on rajoute la méthode, mais comme tu le dis, rajouter une méthode ou quelque chose, un traitement à devoir faire sur une valeur d'un type de Microsoft, le double. On ne peut pas l'hériter le double, on ne peut pas le traiter, etc. Et donc c'est quand même beaucoup plus simple de rajouter une méthode, et là tu as tout ce que tu veux, quoi. Je ne saurais même plus te dire sur quoi, mais voilà, j'avais pas d'autre possibilité ou alors de créer tout un micmac. Par contre, je ne savais pas du tout que c'était Link qui gérait ça derrière. En fait. Link l'utilise, Link utilise les méthodes d'extension. Donc, pour pouvoir d'accord, plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà utilisé ça aussi, je pense que c'est sur des chaînes de caractères, sur le type string. Je rajoute régulièrement des méthodes d'extension pour les manipuler ou pour les retourner. Style, on a une chaîne de caractères qui contient le nom et le prénom. Souvent, les clients, ils écrivent ça en majuscule, en minuscule, enfin un peu n'importe comment. Voilà. Et je me fais une méthode, et donc j'ai juste besoin de faire mon type de données, par exemple ma variable S, point, et là je mets ma méthode, converte tout uppercase ou tout machin, pour avoir la première lettre en majuscule sur chacune des mots, par exemple. C'est beaucoup plus simple, tout à fait. C'est beaucoup plus simple à l'utilisation, c'est ça. C'est centralisé, c'est plus simple, c'est plus pratique. Parce que quand tu disais retourner le string, attention, il n'y a pas de jeu de mots vilain. Je me dis, tu vas faire un reverse, mais non, nom prénom, ça serait bordélique. Non, sur le nom prénom, J'ai des clients qui sont quand même vicieux, mais pas à ce point-là, non. Mais écrire du majuscule, minuscule, ou mettre des espaces dans des noms, alors que quand c'est un nom composé, puis on recherche sans mettre l'espace, voilà. C'est le genre de choses où là, une méthode d'extension est très très simple, parce qu'on en fait une qui enlève les espaces, par exemple, et puis hop, tu fais ta recherche comme s'il n'y avait plus d'espace dedans, sans aucun problème, quoi. Donc ça, c'est pratique. Voilà, donc on se retrouve ainsi avec une écriture maintenant, et là on arrive, je vais dire, à une deuxième manière d'écrire. La première, c'est, ce que l'on a vu jusqu'à présent, on a une liste de données, customers par exemple, et on a toute une série de méthodes, en méthode d'extension, mais donc on peut écrire customers.where, entre parenthèses, c égale supérieur, c.city égale Paris, .select, entre parenthèses, c égale supérieur, et on crée un nouveau type, new, c.name, c.phone. Ça, c'est les méthodes qui sont rajoutées en méthode d'extension derrière l'objet customer, derrière la liste de données customer. Et on disait, on essaye quand même on voudrait avoir quelque chose qui ressemble à du SQL. Et donc, ce que Microsoft a fait, c'est juste avoir une nouvelle syntaxe, on va dire, mais demander au compilateur d'obtenir le résultat dont je viens de parler. Et donc, on va pouvoir tout simplement écrire quelque chose qui ressemble à from c in customer, et le customer, on l'a de l'autre côté en mettant customer.where. Donc c'est juste une transformation d'écriture. Donc le from c in customer, where, c.city égale Paris, on va transformer le where écrit d'un côté en SQL en .where, méthode d'extension qu'on a vu juste avant au niveau de Link. Et même chose pour le select par exemple, ou pour la variable c, on va pouvoir faire un from c in customer qui sera le c utilisé dans le test de mon where. c égale supérieur, c.city égale Paris. Même chose pour le select, on va pouvoir le retrouver ou le retransformer en méthode d'extension. Donc, c'est une simple transformation d'écriture. Le from est transformé en objet, customer. Le where est transformé en méthode d'extension where. La variable c utilisée est mise dans mon test de mon where pour obtenir ma variable de la ville qui est égale à Paris, par exemple, etc. Et donc, on se retrouve ainsi avec une écriture
qui est beaucoup plus... Oups, je vais un peu trop vite dans les slides. Qui est beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus simple, je vais dire, en termes d'écriture. On a un from C, in, customer, where, c.city égale Paris, select, new, nouvel objet, c.name, c.phone. Et quelque chose qui ressemble à du SQL, qui est très très intuitif. Et derrière tout ça, qui utilise tous les concepts dont on a parlé derrière. Et on va les résumer juste après, mais de type anonyme, de variable, de méthode d'extension et ainsi de suite. Donc voilà, c'est encore une fois très 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 magique, tout ça. Facile, limpide, logique. Donc, en termes d'objets, ce qu'on va retrouver en Link, c'est toute une série de nouveaux mots-clés. On a du select, du where, distinct, any, all, du group by, du group join, du count, du sum, du min, du max. Donc, toute une série de mots-clés. Il y a de l'union aussi, l'order by, ascendant, descendant. Donc, toute une série de mots-clés qui sont très très proches, encore une fois, de ce qu'on a en langage SQL et qui permettent de manipuler toutes les données de manière très simple à l'intérieur de notre application. Alors, si vous débutez, ce slide-là que vous retrouverez en MP4 ou sur YouTube, ça peut être sympa. Ça peut être une petite fiche que vous imprimez, parce que c'est pas mal au début de voir où on va et ce que l'on a en fait de disponible. Oui. Tout à fait. Et donc voilà, donc en termes de conclusion, ce qu'on peut retrouver, c'est que on constate qu'on a par exemple une écriture pour, imaginons de retrouver tous les Parisiens, là, de mon exemple de la ville de Paris. Je vais retrouver tous les Parisiens dans mes clients. Je vais pouvoir tout simplement maintenant écrire var, mon résultat, parisien, égale, from C in client, tous mes clients qui existent avec mes centaines de clients derrière, where c.ville égale Paris, select new, entre accolades, c.nom, virgule, c.prénom. Et donc ce que Microsoft fait derrière ça, c'est transformer tous les mots-clés en l'expression link, d'un côté, le from, le where, le select. Tout ça va être transformé en méthode d'extension. Grâce à l'inférence de type que tu as expliqué, on a la possibilité d'obtenir un nouvel objet derrière qui aura dans mon cas deux propriétés, le nom et le prénom. Pas toutes les valeurs présentes dans mon objet de client, mais juste ces deux propriétés-là qui me sont utiles. On a les méthodes d'extension where et select qui permettent de filtrer de manière supplémentaire tous les clients qui se retrouvent dans ma liste de données. Et on va retrouver des expressions lambda, C égale supérieur C.ville égale Paris, pour pouvoir faire directement la récupération de mes données. Donc tous les concepts déjà vus, type anonyme avec le new pour créer un nouvel objet, l'initialisateur d'objet, new entre accolades C.nom, virgule C.prénom, on crée un objet et on assigne directement les valeurs aux propriétés de cet objet. Tout ça se retrouve derrière cette notion de link, mais s'il y a eu quelque chose à retenir, c'est peut-être juste la définition de l'utilisation très simple de link avec le var parisien égale from C in client where c.ville égale Paris. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de très simple, mais toute une série de concepts derrière qui sont évidemment mis en place aussi. Voilà. Donc moi, en tout cas, personnellement, je ne peux plus me passer du link. C'est en général, moi je l'utilise souvent en général sous forme de méthode, c'est plutôt les méthodes d'extension, donc pour le slide, partie du bas, je vais dire, de la représentation. Et c'est des méthodes d'extension que Microsoft a mis derrière tous les objets de type enumerable. Donc je trouve ça très pratique, très magique en tout cas. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant. Tiens, petite question Christophe, est-ce que tu sais pourquoi Microsoft, contrairement au langage SQL, est venu mettre le select à la fin dans le link, donc à la fin sur la dernière ligne. On ne vient plus écrire comme en SQL select mes colonnes, from ma table, where ma condition. Ici on fait le from, les données, where, etc. et le select à la fin. Tout à l'heure j'en ai parlé, je dis tiens, d'abord c'est parce qu'il y a concurrence, il y a un brevet déposé. Non, je plaisante. Ça je pense pas. Mais on peut imaginer qu'on part de la source. Déjà c'était la première idée qu'on peut se dire, oui on part, ça paraît logique, d'où viennent mes données, on part de la source. D'accord, on définit quelle est notre source. Ok. Mais en fait, finalement, après un petit peu de recul, tu peux te dire, c'est peut-être lié à notre outil, notre environnement de développement qui est Visual Studio. Et qu'est-ce qu'on a dans Visual Studio? Le gros point fort qu'on a, c'est l'IntelliSense. Finalement, c'est parce qu'il a certainement besoin de connaître notre source, notre objet, pour après nous donner les propriétés disponibles. Ouais, c'est ça. Sinon, au départ, il ne les connaît pas. Voilà, et c'est le problème d'ailleurs, ceux qui font du SQL et qui écrivent du SQL dans SQL Server Management Studio par exemple, quand tu commences, où il faut rajouter des outils supplémentaires, mais c'est toujours la difficulté, quand tu commences à écrire une requête select,
une requête SQL, tu fais select des colonnes, mais tu ne sais pas encore sur quoi tu vas travailler, sur quel type de table ou quel type de source de données. Donc, il a du mal à pouvoir te fournir l'IntelliSense, du mal à pouvoir t'aider, puisqu'il ne sait pas encore sur quoi tu vas travailler. Et là, Microsoft, je dirais intelligemment, l'a mis à la fin, parce que ça permet effectivement à ce moment-là d'avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Quand on tape le C ici, il sait que c'est un objet client, et donc il va pouvoir me dire, voilà les possibilités qui sont disponibles derrière cet objet. Quelque part, c'est bien plus logique. Voilà. C'est bien plus logique, ouais. On devrait changer le langage et changer la norme. On va faire une pétition pour ça, pour changer la norme SQL. Non, mais ça prouve bien l'évolution d'un langage, enfin des langages. Et puis là, voilà, ça a été réfléchi parce qu'ils auraient pu se dire, bon allez, on fait comme SQL, on ne va pas déshabituer les gens. Non, là, ils ont quand même dit, bon allez, il est quand même plus logique. Et puis finalement, maintenant, dire que tu crois que c'est vraiment à cause de l'IntelliSense, non, c'est pas l'IntelliSense, mais c'est utile pour l'IntelliSense. Voilà, c'est utile pour l'IntelliSense et ça fait partie des conditions aussi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que le langage SQL, quand il a été créé, tout ce qu'on parle ici n'existait pas. Le fait de pouvoir aider le développeur avec de l'IntelliSense ou autre chose, ça n'existait pas à ce moment-là. Non. Il n'y avait pas d'intérêt ou c'était même pas dans l'idée des gens, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, je pense qu'on arrive ainsi au bout de cet épisode qui est, je pense, très technique, mais qui peut être en tout cas très intéressant et qu'on utilise, comme tu le disais, tous les jours, notamment des expressions lambda et du link, à mon avis. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à vouloir ajouter. Dans ta conclusion, tu dis que tu ne pourrais plus t'en passer. Moi, c'est pas le même optique. C'est pour moi, ça faisait partie du langage que j'ai appris. Donc, c'est plutôt ce qui m'a intéressé dans cet épisode, c'est de voir un peu l'historique, d'où ça vient, et que ça a été une belle évolution, un beau add-on au langage. Mais pour moi, il était intégré. Ça faisait partie du C#. Et c'est ce qui me faisait apprécier aussi le C# en disant, putain, c'est super puissant. Les requêtes, c'est inclus dans le système. Tu as des collections de trucs. Tu tapes, tu veux le first, tu l'as. Et ça, je trouvais ça bien. Bon, finalement, maintenant, je sais que ça vient de Link. Link qui a été un ajout un peu plus tard dans le langage. Mais je ne peux pas dire que je ne pourrais pas m'en passer. Ça fait partie de la méthode de développement pour moi. Oui, tout à fait. Juste une petite parenthèse aussi. Ici, on parle de .NET, de C#, etc. On fait, nous, parfois des projets, forcément, dans d'autres types de langages, notamment du JavaScript pour faire du web. Sachez qu'il existe une série de frameworks aussi. On pourra peut-être mettre les références dans les notes de l'émission, mais des frameworks JavaScript pour faire ça, pour faire du link. Donc, il y a certaines initiatives, certaines personnes qui ont développé les mêmes types de mots-clés. Et c'est quasiment une des premières choses que nous, on rajoute quand on fait un projet front-end en JavaScript, c'est rajouter la bibliothèque pour faire ça, ce traitement link. Parce qu'on a les mêmes problèmes, on a aussi des listes de données à devoir afficher, etc. Et il faut aussi pouvoir les filtrer ou retrouver le premier qui correspond à telle condition, etc. On a les mêmes problèmes qu'en JavaScript, qu'on les en C#, bien entendu. Et donc, sachez que ça existe. Je pourrais mettre les références de celui que nous, on utilise, mais c'est un des premiers éléments, parce que quand on ne peut plus s'en passer côté C#, côté back-end, forcément, côté JavaScript non plus. Donc voilà. Super. C'est parfait. S'il n'y a rien d'autre à rajouter, si on veut te contacter, Christophe, sur Twitter, le plus simple, Tosnet1. Ouais. Et puis, ça sera la méthode la plus facile. Ou alors après, sur les commentaires du billet. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas, laissez-nous un message dans les commentaires de l'émission ou envoyez-nous un tweet sur Deva Podcast ou directement chez moi sur Denis Voituron sur Twitter aussi. Et donc, pour nous soutenir, mettez vos commentaires, c'est toujours intéressant. On a eu quelques discussions avec certaines personnes récemment. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa, effectivement. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, donnez-nous votre avis, vos commentaires et éventuellement même des sujets sur d'autres podcasts à venir. On regardera ça avec attention. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.